Ladies and gentlemen. Vous écoutez Close-Up Dramatique, le balado sur les actrices de l'âge d'or d'Hollywood. Le 25 septembre 1936, le corps sans vie de Red Russell est retrouvé. La police conclut sur le coup à un suicide avant de regarder l'hypothèse du meurtre, qui leur semble très probable. Dans la liste des suspects, Lila Lee, sa fiancée et ex-star du muet. Cette affaire mettra fin à sa carrière. Jason Duval avec vous pour ce nouvel épisode de Close-Up Dramatique. Toujours très heureux de vous retrouver, surtout qu'aujourd'hui je vous parle d'une histoire très intéressante, l'affaire Red Russell, le fiancé de Lila Lee. Lila Lee, l'une des actrices les plus populaires des années 20, qui a vu son nom être ajouté à la liste des suspects sans raison valable. Ces suspicions vont mettre fin à la carrière de l'actrice malheureusement. Carrière qui était déjà chambranlante, là, vous allez voir. Des accusations qui sont sans fondement. Comme je le disais, il n'y a pas vraiment de raison de penser que Lila était impliquée dans la mort de son futur mari. L'enquête très médiatisée va révéler certains détails très intimes et personnels sur sa vie, chose qui bien des années plus tard va lui déplaire et on peut facilement comprendre. Mais avant ce triste événement de septembre 1936, où était Lila Lee dans sa carrière et sa vie? Lila Lee, comme je l'ai dit, c'est l'une des actrices les plus populaires des années 20. Les grands studios la choisissent sans hésiter pour jouer dans tous les films qui doivent être un succès. Dans les années 20, elle va jouer avec les plus grandes stars de son époque. Gloria Svensson, Rudolph Valentino dans le méga succès Blood and Sand en 1922, mais aussi dans des comédies avec Roscoe Fatty Arbuckle et Nita Naldi. Le public l'aime, elle est très attachante, on la voit non seulement à l'écran, mais aussi dans les journaux, parce qu'elle est très médiatisée, un peu contre son gré. Mais c'est pas de sa vie intime que je veux vous parler pour commencer, mais bien de sa carrière, parce que Lila sera l'une des actrices à réussir la dangereuse transition du muet vers le parlant. Transition qui a été fatale pour des dizaines, voire une bonne centaine de vedettes du muet. Lila, elle, va réussir dès 1930, quand elle apparaît dans The Honolly Tree, avec Lon Chaney, père. C'est d'ailleurs le seul film parlant de l'acteur. Elle a une voix que les studios aiment beaucoup, tout comme le public d'ailleurs. Sa diction est presque parfaite et ça, c'est dû à son expérience sur les planches des théâtres depuis la fin des années 1910. Sauf que, si elle réussit la transition vers le parlant, sa carrière va lentement s'estomper parce que Lila, elle va développer des problèmes d'alcool qui vont venir affecter sa réputation. Plus le temps passe et moins les studios et producteurs importants veulent travailler avec l'actrice. On l'a dit, très immature quand elle a bu la veille et pire quand elle a bu avant de travailler. Parce que malheureusement, c'est pas rare de voir l'actrice traîner dans les coulisses complètement saoule. On va donc reléguer Lila dans les films à plus petit budget, les films de série B. Toute sa vie, toute sa carrière, l'intimité de la star va attirer l'attention des médias, surtout ses histoires d'amour. On lui prête des liaisons langoureuses avec plusieurs acteurs de son époque, dont un très jeune John Gilbert, un Rudolph Valentino ou encore Charlie Chaplin. Je pourrais faire un épisode entier sur sa vie entre guillemets avec Chaplin. Je vous fais un clin d'œil ici parce que ça s'en vient. En 1923, à 18 ans, elle se marie avec James Kirkwood père. La liaison fait beaucoup jaser parce qu'il y a quand même 26 ans d'écart entre les nouveaux époux. Avec James, Lila accouchera de son unique enfant, James Kirkwood Jr., en 1925.
En 28, Lila fait scandale en tombant amoureuse de John Farrow. Quand la nouvelle se rend aux oreilles de son mari, le couple s'entend pour rester mariés mais vivre séparément. C'est un divorce non officiel un peu. Le couple va finalement divorcer officiellement en 1931 et sous l'œil des médias. Sa liaison avec Farrow va s'arrêter net en 1933 quand Lila apprend qu'il entretient une relation passionnée avec l'actrice Maureen O'Sullivan, avec qui il va d'ailleurs se marier en 1935. En 1935, l'actrice épouse Jack Rayner. La relation va pas durer très longtemps puisqu'en 1936, le couple divorce. Lila fait une sortie très surprenante dans les médias. Elle explique que son ex-mari l'a poussée dans l'alcool et a presque ruiné sa carrière. Elle l'accuse aussi de violence conjugale, d'être un gambler et d'entretenir plusieurs maîtresses. L'actrice décrit sa vie infernale aux médias depuis son mariage avec Jack. Mais quand elle divorce de Rayner, on apprend qu'elle a, elle aussi, été infidèle. Les journalistes vont se donner à cœur joie. Ils écrivent des dizaines d'articles sur le prochain mariage de la star du cinéma avec Reid Russell, un vendeur automobile. Relation qui a commencé peu de temps après son mariage avec Jack Rayner. Il n'en fallait pas plus aux médias pour se déchaîner sur la pauvre Lila Lee. Pour Lila Lee, le début de ce nouvel amour est aussi la fin prochaine de sa carrière et de l'un des plus gros scandales de l'année 1936. En 1935, quand Lila Lee se marie à Jack Rayner, elle comprend très vite qu'elle ne va pas vivre la vie rêvée avec son mari. Elle se met alors à sortir avec un vendeur automobile, Reid Russell. Dans les journaux, on raconte qu'ils vivent une passion des plus enflammées. Durant l'été 36, Reid demande l'actrice en mariage. Ils deviennent alors fiancés et vivent dans un certain bonheur. La même année, le couple emménage en Californie, mais ils sont tellement excités par leur nouvelle vie qu'ils oublient un détail important, la maison. Ils ont nulle part où rester. En attendant, c'est des amis de Lila, gouverneur Morris et sa femme Ruth, qui les accueillent avec joie dans leur grande propriété. Derrière la maison, il y a une grande cour où logent plusieurs petits hamacs et sièges pour se détendre au soleil. Le 25 septembre 1936, James Kirkwood Jr. retrouve Reid Russell sans vie, le corps ensanglanté dans le hamac derrière la maison. L'homme a son revolver de calibre 32 dans la main, revolver qu'il gardait avec lui dans un bureau. Devant cette scène horrible, le jeune garçon de 12 ans court à l'intérieur et avertit le couple Morris. Ruth appelle sur le champ les policiers. Entre-temps, Lila est avertie du drame et le couple Morris fait tout pour garder l'actrice à l'intérieur. Ils ne veulent pas que la star voie la scène macabre. Quand ils arrivent, les autorités constatent que, détail très macabre mais important, que la balle a traversé la tête de Russell. Ils confirment sans surprise son décès, il avait 28 ans. Étrangement, aucune balle ne sera retrouvée sur la propriété des Morris. On apprendra plus tard que tout le terrain a été méticuleusement fouillé et aucun projectile a été retrouvé. Où est donc passée cette balle? C'est un mystère. C'est le début de l'affaire Reid Russell.
Au départ, tout pointe vers le suicide. Le coroner affirme que l'homme s'est lui-même tiré l'unique balle. Mais il note quand même quelque chose d'étrange. La mort de Russell date de la veille ou même du 23 septembre, soit 2 jours avant la découverte. Pourquoi personne ne s'est inquiété de la disparition de l'homme? Ça aussi, on le saura jamais vraiment. Pendant que les enquêteurs sont à la recherche de la balle disparue à l'intérieur de la maison des Morris, c'est une Lila Lee inconsolable et complètement hystérique que les policiers rencontrent. L'actrice pleure bruyamment en serrant son fils contre elle. Elle est incapable de formuler une phrase claire. Voyant que la fiancée de Russell ne peut témoigner tout de suite, les autorités vont demander au couple Morris s'ils avaient remarqué un comportement inhabituel chez l'homme. Ruth répond très rapidement que oui. Elle raconte aux policiers que depuis plusieurs semaines, Red était très dépressif parce qu'il avait perdu son travail de concessionnaire. Même chose pour le gouverneur, qui confirme les dires de sa femme. Lila, plus tard et une fois calmée, rapportera l'humeur très maussade et dépressif de son fiancé. James, le fils de Lila, lui va raconter aux policiers qu'il a souvent été témoin de scènes effroyables entre sa mère et son fiancé. Le jeune adolescent raconte qu'il a souvent vu Red et Lila se chamailler avant de se disputer violemment. Des disputes qui se terminaient avec un Red complètement déboussolé qui menaçait de s'enlever la vie. Mais Lila va démentir les propos de son garçon et raconter aux policiers que James n'a jamais été témoin de ce genre de scène. Elle précise quand même là, que ce genre de discussion a déjà eu lieu tout de même. Les policiers écoutent attentivement Lila, James et le couple Morris. Ils sont pas tout à fait convaincus, il y a quelque chose de louche quand même dans toute leur affaire. Le comportement de Lila aussi sonne des cloches. L'actrice a pas l'air de pleurer pour de vrai. L'un des policiers note dans son rapport qu'elle semble jouer une scène de film, quand même bizarre. Mais le chef de police de l'époque, dont le nom est cité nulle part, va prendre la décision de fermer l'enquête prématurément, voulant pas nuire à la carrière déjà chambranlante de Lila. On déclare alors aux médias que le fiancé de Lila Lee, star du muet, s'est enlevé la vie, point final. L'épisode de close-up dramatique aurait pu se terminer juste ici, mais non. Au courant du mois d'octobre, autant dans la population de Los Angeles que chez les policiers, la mort de Red Russell, on la trouve très bizarre. L'hypothèse du meurtre, plus le temps avance, plus elle devient crédible. L'enquête s'ouvre à nouveau au début du mois de novembre 36, quand Victoria Russell, la mère de Red, arrive au poste de police assez énervée. Victoria, si on se fie au rapport, avait l'air exténuée à son arrivée. La mère de Russell va demander à rencontrer le chef de police, Clyde Plummer, qui va devenir, là, vous allez voir, un peu une vedette au fil de l'affaire. Il va beaucoup aimer l'attention des journalistes. Victoria va raconter à Plummer que depuis maintenant plusieurs jours, elle est harcelée par une femme qui lui téléphone. Cette mystérieuse femme refuse de s'identifier à la mère de Russell, mais elle la presse de faire cesser les doutes sur la mort de son fils. En gros, elle lui dit plusieurs fois par jour que son fils s'est suicidé. Évidemment, devant une telle insistance, la police de LA va tenter de retrouver cette femme, mais ça va être un échec. Le traçage étant pas encore d'actualité en 1936. Mais suite à la visite de Victoria, Clyde Plummer, qu'on appelle aussi Capitaine Plummer, va réouvrir l'enquête. Ces appels téléphoniques sont les gouttes qui font déborder le vase. Il faut enquêter davantage sur la mort de Red Russell, déclare le capitaine. On rappelle alors Lila Lee et son fils James. Si la version de James ne change pas, il a retrouvé le corps du fiancé de sa mère le matin du 25 septembre, puis il a couru avertir le couple Morris qui, eux, ont appelé la police. La version de sa mère va apporter des détails assez intéressants et presque troublants. Lila raconte aux policiers qu'après leur première visite le 25 septembre, Ruth et gouverneur Morris lui ont confié qu'ils avaient retrouvé une lettre de suicide, écrite bien évidemment par Red.
L'ex-star du muet aurait insisté pour voir cette lettre, mais Ruth aurait refusé. Lila aurait continué de demander à voir le papier, mais sans succès. Le couple ne veut pas lui donner. À force d'insistance, il va se créer une certaine tension avec le couple Morris et Gouverneur va finir par déclarer à Lila qu'il ne peut pas lui montrer la lettre parce qu'il l'a brûlée, chose qui va rendre Lila complètement folle de rage, vous comprendrez pourquoi. Après la déclaration de l'actrice, Plummer va, sans surprise, appeler le couple Morris à témoigner à nouveau et à s'expliquer sur la destruction de cette lettre. Gouverneur ne va pas être très collaboratif avec la police, mais Ruth va se dévoiler un peu plus. Elle explique qu'elle n'a pas trouvé la lettre tout de suite après leur visite le 25 septembre, mais bien 2 à 4 jours après la découverte du corps de Red. Le petit morceau de papier, comme elle dit, se trouvait à l'intérieur de son coffre à bijoux. Elle a tout de suite reconnu l'écriture de Russell et l'a vite apportée à son mari. C'est là que, sans lire le contenu, le couple décide de brûler la lettre, réduite en cendres sans qu'on sache ce qu'il était vraiment écrit. Par la suite, les Morris seront informés par les autorités que des voisins auraient entendu parler très fort le soir du 24 septembre avant d'entendre un coup de feu. Ruth et Gouverneur, eux, racontent que la soirée du 24 était des plus tranquilles. Ils ne se sont pas disputés et ont entendu aucun coup de feu. Contrairement à ce que certains journaux de l'époque vont écrire, Lila, elle, n'a pas été questionnée au sujet des dires des voisins, ce qui est selon moi là, assez étrange. Une autre affaire que je tiens à préciser, malgré toutes mes recherches, mes lectures de journaux de l'époque, c'est pas clair si Lila se trouvait au domicile des Morris le 24 septembre. Les policiers ont jamais vraiment cherché à éclaircir l'alibi de l'actrice. Quand on annonce aux médias que l'enquête autour de la mort de Red Russell est ouverte à nouveau, Clyde Plummer va prendre beaucoup de plaisir à faire des déclarations. Parfois, il va même rien dire de nouveau. Il va juste donner aux journalistes des informations que même ceux qui suivent plus ou moins l'affaire, l'intrigue, connaissent. Plummer aime l'attention des médias et il va en profiter. Le 27 novembre, le chef de police va parler à la presse et il va révéler pas mal de choses pour une fois. Le Los Angeles Times va relayer d'ailleurs ses déclarations avec précision. Pour commencer, on apprend que les policiers penchent dorénavant plus vers la thèse du meurtre que vers le suicide. Ils ont en leur possession plusieurs éléments qui leur fait croire que Red Russell a été assassiné. Mais attention, précise Plummer, il y a autant de preuves que c'est un suicide qu'un meurtre. C'est seulement l'avis, l'opinion personnelle du corps de police d'L.A. Par la suite, Capitaine Plummer explique qu'il se pourrait que le corps de Russell ait été déplacé d'un endroit au hamac où il a été découvert, puis que le revolver a été placé dans sa main. Revolver qui était bel et bien à lui après une mince enquête. Détail encore une fois sombre, mais on va exhumer le corps pour mesurer le trou dans sa tête, et aucune autre balle ne fit. C'est bel et bien un revolver de calibre 32 qui a causé la mort de l'homme. Le chef de police va redire aux médias que la balle n'a jamais été retrouvée, ce qui vient presque confirmer que le corps a été déplacé, parce que toute la propriété des Morris a été fouillée par des dizaines d'hommes et personne n'a retrouvé le projectile. Il va par la suite dire, selon moi, la chose la plus intéressante de cette déclaration. Le corps de Red, ensanglanté dans le hamac, était très bien visible du balcon de la chambre des Morris. Comment c'est possible que le matin du 25 septembre, le couple n'ait pas aperçu la scène de leur fenêtre? Le couple Morris, encore une fois, ne sera jamais questionné au sujet de ce détail. Je trouve ça enrageant de voir combien de questions les policiers n'ont pas posées autant à Lila qu'au couple Morris, qui aurait pu faire une différence à l'enquête et peut-être même confirmer l'une des deux théories, soit celle du meurtre ou du suicide.
On revient au 27 novembre. Plummer va donner aussi quelques précisions concernant les mystérieux coups téléphoniques que recevait Victoria, la mère de Russell. Le chef de police explique que dans les jours qui ont précédé la découverte du corps, Victoria avait déjà commencé à recevoir des appels de la même femme. La femme s'adressait directement à elle et lui demandait si elle savait où se trouvait son fils et si elle savait s'il était en sécurité et bien. La femme semblait réellement paniquée et inquiète au bout du fil. Victoria a aussi précisé les heures auxquelles la femme téléphonait, toujours aux mêmes horaires, soit les heures de bureau. Quand elle lui parlait le soir, la femme parlait tout bas, comme si elle cherchait à se cacher de quelqu'un ou du moins à pas trop se faire entendre. Le capitaine Plummer va expliquer aux médias que Victoria croit que son fils n'était peut-être pas fidèle à Lila, qu'il voyait peut-être en secret une autre femme qui était, elle, mariée. Peut-être que le mari de cette femme a décidé de régler ses affaires lui-même. C'est ce que va dire du moins Victoria à la police. Dans la semaine qui va suivre ces déclarations très intéressantes, on va finalement retrouver l'ex-femme de Russell. Je dis finalement là comme si j'en parlais depuis le début, mais c'est qu'on était incapable de retracer depuis la mort du concessionnaire cette mystérieuse femme qui semblait très étrange. L'ex-femme va affirmer qu'elle n'avait plus aucun contact avec Russell et qu'elle a été très attristée d'apprendre sa mort. Victoria va confirmer aux policiers que c'est pas la voix de son ex-bru qu'elle entendait au téléphone. C'est impossible, ce n'est pas elle qui lui téléphonait plusieurs fois par jour. À la fin du mois de novembre, le gouverneur Morris va déclarer aux journalistes que toute cette enquête est un véritable shit show. Morris n'en peut plus d'entendre son nom, de lire son nom partout. Lui et sa femme n'ont rien à voir avec la mort de Red Russell, point final. Le couple Morris ne feront plus aucune autre déclaration à ce sujet et vont même disparaître un certain temps de l'œil public. Pour Lila, c'est autre chose malheureusement. Dans la population, on est sûr et certain que c'est elle qui a assassiné son fiancé. On l'accuse du meurtre, rien de moins, alors qu'on n'a aucune preuve. Mais c'est pas le pire. Le pire arrive quand on commence à dire que Lila Lee entretiendrait une relation incestueuse avec son fils James de 12 ans et que Russell aurait découvert tout ça. C'est pour ça que le soir du 24 septembre 1936, Lila Lee tire une balle sur son fiancé. Une autre version va circuler où ce serait plutôt James qui aurait tiré sur son beau-père pendant la nuit. Là, comment un jeune garçon de 12 ans aurait déplacé le corps d'un homme de 28 ans à lui seul, pensé à cacher la balle, aller chercher à savoir, moi je le sais pas. Évidemment que Lila va démentir toutes ces histoires horribles jusque dans son autobiographie où elle critique sans gêne le travail de la police et du capitaine Plummer qui encourageait presque là tout ce cirque. Lila écrit que les autorités, en particulier Plummer, étaient tellement en recherche de sensationnalisme qu'ils se sont mis à fouiller et à interpréter certains détails de leurs vies intimes. Ils ont déclaré que James et sa mère célèbre passaient beaucoup de temps ensemble. Mais ça veut pas dire qu'ils avaient une relation scandaleuse. Ils étaient tout simplement très proches, rien d'anormal là-dedans. Vers la fin de l'année 1936, le chef de police, Clyde Plummer, va refermer l'enquête parce qu'il n'y a plus rien de nouveau. On écrit que c'est un suicide, meurtre probable et on range les dossiers dans les tiroirs. L'affaire Red Russell mettra fin à la carrière de Lila Lee. Elle ne tournera plus au cinéma jusqu'en 1967. Ses quelques apparitions au théâtre seront un échec et elle aura toujours le spectre de son défunt fiancé autour d'elle. Qu'est-il vraiment arrivé à Red Russell? Lila Lee a-t-elle été soupçonnée à tort?
Merci d'avoir écouté Close-Up Dramatique. Si vous le voulez, vous pouvez laisser une note à cet épisode ou même au balado, peu importe la plateforme d'écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça aide grandement au référencement de Close-Up Dramatique et ça ouvre la discussion. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.